Rebonjour. Alors, je vais faire quelques compléments à la vidéo précédente parce que ça manquait, de précision. La première chose, dont je voulais vous parler, c'est cette histoire de postulat d'Euclide, hein. Je vous ai dit que la géométrie hyperbolique niait le cinquième postulat d'Euclide qui dit que par un point extérieur à une droite, il passe une seule parallèle. Alors ça, c'était le petit schéma que je vous ai fait en bleu, mais j'ai oublié de vous dire qu'en géométrie hyperbolique, il en existait une infinité, hein, de parallèles. Ça, c'est quelque chose que j'ai oublié. Alors par ailleurs, je vous ai dit que chaque maille du crochet était une aire et je ne me suis pas tellement expliquée sur ce que c'était qu'une aire. Alors peut-être pour expliquer ça, il faut réfléchir à il faut imaginer qu'un pare-brise, serait un plan absolument parfait et plat. Imaginez un pare-brise plat et maintenant imaginez un essuie-glace qui passe comme ça. Eh bien, en fait, il dessine une aire. C'est-à-dire qu'ici, il y a un point, le point se translate d'un côté à l'autre et l'essuie-glace, mais il faut évidemment, les pare-brises sont bombés dans la réalité, mais maintenant, il faut l'imaginer absolument plat. Donc, vous voyez, ça dessine une aire. C'est ça dont je voulais dire, enfin, dont je vais vous parler à propos de cette aire. Donc, c'est évident que c'est simple, hein, de faire des aires quand c'est tout plat, quand c'est un pare-brise qu'on imagine plat. Alors, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée, donc ça, c'est le, comment dire, le cercle de Poincaré et d'un autre, hein, dont j'ai oublié le nom, mais ça se retrouve sur Wikipédia. Il a eu l'idée de prendre mon hyperbole, hein, celle-là, qui se tortille dans tous les sens, qu'on n'arrive pas à représenter. Bon, il a eu l'idée de ramener ça à quelque chose de plat, c'est-à-dire de faire en quelque sorte une projection. C'est assez simple, hein, vous prenez le bazar en question et vous projetez sur un plan. Imaginez le plan, là, ici, c'est bon, voilà, ça c'est le plan, voilà, mettons, hop, ça c'est un disque dur, bon, c'est le plan, et on projette sur le plan, du coup, on ramène la situation à celle de la géométrie euclidienne basique, avec ces triangles, ces carrés, enfin, tout est plat, quoi. Donc finalement, c'est ça, leur but, c'est d'arriver à sortir de cette figure, donc, qui est extrêmement, vous voyez, crénelée. Si je continue à tricoter ça, enfin, à crocheter, j'obtiendrai quelque chose d'infiniment fourni, hein, au niveau de la représentation ici de l'hyperbole. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai appelé chaque point une aire, parce que ce n'était pas clair, hein. Vous vous dites, ah oui, un point de crochet, en l'occurrence, un point un simple point comme ça, de ce qu'on appelle une maille coulée. Donc, je double l'air. Quand je dis que je double l'air, je veux dire, je fais un point, ça occupe de l'espace, ça occupe, disons, la place de mon essuie-glace, et j'en refais à l'intérieur. Vous voyez, je double. Alors là, c'est là qu'on sort complètement du modèle plat de l'essuie-glace pour entrer dans le terrible domaine de l'hyperbole. Alors, ceci posé, là, c'était un point sur lequel je voulais revenir parce que je n'avais pas été follement clair là-dessus, il faut bien l'avouer. Alors maintenant, je vais revenir sur un autre point, c'est cette histoire de ce qu'on a appelé parfois l'arbre de Porphyre. Donc oui, Porphyre, c'est un penseur grec ancien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce modèle, celui de l'homme supérieur et des animaux inférieurs par grade d'infériorité, il tient vraiment jusqu'au 19e siècle, et je me demande même si quelquefois il ne tient pas jusqu'au 20e siècle. Mais ça, c'est pour après. Alors donc, je vais vous montrer en partageant un livre qui s'appelle Le monde, alors on voit très bien le titre, hein, ici, Le monde d'avant la création de l'homme par Camille Flammarion. Je rabaisse un petit peu. Non, on n'y arrive pas à rendre ça un peu plus petit. J'ai essayé quand même. Non, ça ne marche pas. Bon, pas très grave, c'est juste pour vous montrer. Alors voilà, donc un livre de Camille Flammarion. Donc, Camille Flammarion, c'est un vulgarisateur scientifique de la fin du 19e siècle. Et il écrit pour les garçons, bien sûr, des livres de science. C'est la même chose que les petits lecteurs de Jules Verne. Donc, vous voyez, on est exactement dans cette idée-là, des histoires de garçons pour les garçons, où les filles restent à la maison, hein. Vous voyez, par exemple, dans Voyage au centre de la Terre, la fille qui est pourtant plus courageuse et plus énergique que son mec, elle reste à la maison avec la vieille tante ou la vieille bonne ou la vieille servante, je ne sais plus. Et le gars qui n'est pas très emballé part avec son oncle
voyager au centre de la Terre. Donc, alors cette figuration typiquement masculine, enfin, c'est intéressant ces livres de science destinés aux garçons qui leur offrent justement une vision du passé. Alors là, c'est magnifique, c'est carrément une gravure en couleur. Paysage antédiluvien, ouais, chouette, elle s'est mise en plus petit. Une forêt de l'époque carbonifère. Regardez-moi cette merveille. Donc, il y a ça, ça, c'est vraiment le développement de l'illustration et de la, enfin, comment dire, des possibilités techniques offertes par l'édition au 19e siècle, comme on en a déjà parlé. Voilà. Je n'insiste pas. Il y a encore, bien évidemment, des tas de gravures en noir et blanc qui témoignent de la vision qu'on avait à l'époque du temps passé. Hein, vous voyez, les habitants de la période triassique. Alors, la période triassique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Trias. Hein, donc, c'est la période qui précède le Jurassique, qui elle-même précède le Crétacé. Vous savez que les dinosaures, ils datent de la fin du Crétacé, très très à la fin du Crétacé. Hein, enfin, je veux dire les dinosaures, les tyrannosaures, pardon. Le Tyrannosaurus rex, il date de carrément 2 millions d'années avant l'extinction KT, enfin Crétacé, KT, l'extinction à la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, où explose une météorite et où des tas de volcans affreux se mettent à brûler tout alentour. Alors, ce que je veux simplement vous montrer ici, c'est comment commence à être représenté un monde dinosaurien ou pré-dinosaurien particulièrement agressif. Alors, vous voyez ici une espèce de crocodilien ou de crocodilienne en train de s'intéresser de près à un animal de type tiktaalik. Donc, c'est quoi ça? C'est des tétrapodes issus de poissons, c'est-à-dire ils avaient des nageoires très très charnues. Ils ont commencé à ramper au fond de espèce de marécage haut comme ça. Enfin, j'exagère, c'est très peu profond. Et du coup, il manquait d'oxygène parce que ça ne se renouvelait pas beaucoup l'oxygène dans ce domaine-là. Et alors, du coup, les braves bêtes, elles ont commencé à sortir la tête de l'eau pour respirer. Et puis après, elles sont appuyées. Et c'est la fameuse sortie des eaux, hein, dont je vous avais parlé, je crois, dans le premier cours. Personne ne savait ce que c'était. Alors, ce n'est pas très intéressant en soi, la sortie des eaux, et des tas de bestioles qui, au contraire, sont revenues dans les eaux. Pensez qu'aujourd'hui, les baleines, les dauphins, tout ça, c'est des mammifères et ça vit dans l'eau. Hein. Donc, c'est des amniotes. Ces amniotes, c'est les animaux qui ont une sorte d'œuf protégé par le liquide amniotique. Vous voyez, une membrane, un œuf, enfin, un truc quelconque qui protège l'embryon. C'est un grand progrès hein, pour la reproduction des bêtes. Et donc, bon, ici, il y a cette représentation un petit peu cliché du bestiau sorti de l'eau. Et l'autre, le crocodilien, machin, il est en train un peu d'avoir, par rapport à son camarade, une attitude un petit peu menaçante. Alors ça, c'est pour vous. J'arrive à quelque part, hein, j'ai pas l'air comme ça, mais je vais vous montrer comment, et là, c'est l'image qui m'intéresse le plus. Voilà une scène de la période jurassique, et vous voyez tout de suite des animaux en train de se battre. Je crois que j'ai une meilleure image plus loin, donc je vais aller plus loin. Voilà, des bêtes en train de se battre, il y en a de plus en plus. L'idée de combat est primordiale, l'idée que les animaux du temps passé passaient leur vie à se combattre. Et c'est frappant parce que dans les imbéciles de documentaires animaliers que vous avez tout le temps, c'est toujours la même histoire, des animaux qui se battent ou des animaux qui se reproduisent avec une valorisation du mâle qui doit séduire la femelle, enfin sa femelle. Vous voyez, il y a des tas de choses, des petits détails patriarcaux pénibles comme ça, sexistes, qui encombre complètement les documentaires animaliers qu'on voit couramment. Hein, je ne sais pas, moi. On va en reparler après des documentaires animaliers. Mais bon, là, je m'égare vraiment complètement, donc je reviens à mes trucs. Alors, les rois de la Terre à l'époque jurassique, donc ils se battent, un iguanodon, un mégalosaure, c'est les bestioles de l'époque et on les représente en train de se battre. Ceux-là, en revanche, ils se promènent gentiment. Forcément, c'est des herbivores. On a en jeu ici le mépris de l'herbivore, hein, qui est quelque chose de très, très récurrent dans la culture pop et dans la représentation qu'on se fait communément des dinosaures. En voilà un qui est très joli c'est comme ça qu'on imaginait effectivement un stégosaure à l'époque, hein, vous voyez, avec des épines. Maintenant, on sait qu'il avait plutôt des espèces d'écailles comme ça. Et voilà l'image à laquelle je voulais venir en détail, elle est plus jolie là. C'est le combat entre ces deux animaux. Est-ce que vous remarquez la structure de ce combat? La bestiole de droite, on dirait un serpent. C'est un serpent marin, mais
elle attaque de façon très méchante, hein, vous voyez son œil terrible que je vous montre avec la petite main là. Et l'autre, il a l'air pas bien du tout, hein. L'autre, il n'est pas de l'ordre du serpent, il est palmé, il a des, enfin, il a des trucs sur le dos comme ça. C'est une autre bête. On ne la sent pas aussi serpentine que celle qui est à droite, où le long cou ainsi flexible renvoie à l'imagerie du serpent. Et donc, il a l'air complètement affolé, son œil est exorbité, il est attaqué par cet animal plein de venin. Qu'est-ce que c'est que ce serpent? Là, vous voyez, c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour les garçons, hein, ces bouquins. N'oublions pas ça, c'est très très important dans l'histoire. Donc, il s'agit d'inculquer aux garçons le mépris de la femme à travers le mépris du serpent, en rapport avec des vieilles histoires bibliques d'Ève, le serpent, la tentation, la pomme et autres légendes bibliques. Donc, la légende biblique est extrêmement importante dans ces bouquins scientifiques de l'époque et on voit comment là, elle est extrêmement présente. Donc, méfiez-vous des femmes, méfiez-vous des serpents. C'est un peu disons, une éducation sexiste pour jeunes garçons au 19e siècle, un siècle qui a droit, je crois, à la palme absolue du sexisme. Enfin, je dis ça, mais bon, j'en sais rien. Et car, enfin, je veux dire, déjà en Europe, en Angleterre, au 19e siècle, en Europe, c'est très, très limité, hein, ma vision du top 10 du sexisme au 19e siècle. Passons et arrivons à ce qui m'intéresse le plus, c'est cette image. Alors, cette image, elle est passionnante. En haut, quand je vous parle de Bible, en haut, vous avez vraiment Adam et Ève. Donc, Adam, c'est l'homme, il montre à sa femme, je vous ai dit, un geste plein de mansplaining. Regarde, c'est merveilleux, je vais te guider, pauvre petite créature minable. Et la petite créature minable est assise, bien obéissante. Elle regarde dans la direction indiquée par son Seigneur et Maître, qui est celle du soleil. Donc, vision biblique de l'homme et de la femme qui sont en haut de la hiérarchie et on va voir dégringoler la hiérarchie animale. Donc c'est très très intéressant parce que c'est vraiment étonnant l'idée qu'on avait à l'époque de classer les animaux comme ça, de les classer par catégorie. Alors, l'homme descend du singe, n'est-ce pas, suivant la phrase idiote que tout le monde répète tout le temps, le chaînon manquant, enfin, tout ça, c'est des idioties, des absurdités, ça n'a rien à voir. L'homme en question, c'est pas l'homme, d'abord, c'est l'humain. Bon, les humains ne descendent pas des singes. Les singes, et encore, il s'agit de apes, les grands singes, sont des cousins, si on veut, des humains, si on veut des métaphores encore familiales, hein, disons, ils sont proches des humains, mais ils ne descendent pas les uns des autres, c'est de l'absurdité scientifique totale. Alors, les bestioles, vous les voyez dégringoler, alors les singes, bon, ensuite il y a les nobles conquêtes de l'homme, n'est-ce pas, le chien et le cheval, ensuite il y a le lion à qui on concède une place de supériorité, les oiseaux, une espèce de tigre, et vous voyez, on commence à dégringoler dans la hiérarchie avec des bêtes de plus en plus, disons, primitives, suivant l'idée que se font les gens à l'époque. Là, des animaux préhistoriques, une sorte de dimétrodon ici, un peu, il a pas c'est pas assez long, ça fait rien, enfin, ces trucs sur le dos, normalement, sont plus longs. Ici, des serpents, vous voyez comment il y a le passage par aussi, historiquement, hein, des ptérosaures ici, et des espèces de dinosaures ici et là. Et c'est assez curieux de voir comment il y a une espèce de doublage en quelque sorte historique et symbolique dans cette image. Et on égringole avec les crocodiliens. Alors les crocodiliens, il n'y a rien de plus antique, il n'y a rien de plus, c'est comme les requins, c'est des animaux qui ont traversé je ne sais pas combien d'extinctions majeures de la Terre. Bon, et pourtant là, vous voyez, on ne leur reconnaît pas une grande puissance, ils sont tout en bas de l'échelle, ainsi qu'un scorpion ici. Alors les arthropodes, naturellement, en bas de l'échelle, je vais voir si je peux remonter un peu. Voilà. Alors là, vous avez le nom du graveur, Beignet, qui est au milieu de toutes les choses les plus méprisables de la Terre, suivant ce genre d'image. Donc, vous reconnaissez des méduses, vous reconnaissez des coraux, des plantes à fleurs plus ou moins animales, plus ou moins végétales, on ne veut pas le savoir, des espèces de bêtes, des holothuries, enfin tout un tas d'animalcules et d'infusoires, hein, comme disait Huysmans, qui méprisait tout ça hautement, et donc des bestioles inquiétantes, etc. Vous voyez, les escargots, ici, ils sont très bas dans la hiérarchie, hein.
j'avais oublié de les citer, mais là, on est vraiment en bas de l'échelle, hein. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est que cette vision, elle a duré très, très, très longtemps et je me demande si elle n'existe pas encore. Je pense par exemple justement à un documentaire sur la pieuvre géante du Pacifique, un documentaire récent, hein, qui est passé sur Arte, qui s'intitule La pieuvre géante du Pacifique. C'est une horreur, ce documentaire. On voit un pseudo-scientifique en train d'aller emmerder les pauvres animaux, de choper une petite femelle planquée dans une bouteille qui a utilisé astucieusement les artefacts tombés des bateaux des humains. Donc elle est planquée, elle est bien planquée. Il la sort, il la met dans un aquarium pendant un an entier, sachant que pour une bête comme ça, qui vit à peine 5 ans, un an entier, c'est lui bouffer sa vie comme pas possible. Et pendant tout le documentaire, alors ils ont donné un nom à l'animal sauvage, comme si c'était un animal domestique, enfin, le scientifique et son assistante, parce que naturellement, lui, c'est le mec et elle, c'est l'assistante. On retrouve, il y a tout dans ce documentaire, il y a vraiment tout, hein. Et la pauvre bête, elle essaie sans arrêt de sortir de son aquarium. Elle est là à jouer des tentacules et ils la remettent dans l'aquarium, ils la remettent, c'est de la torture, et ils la font jouer avec des Legos pour prouver qu'elle est intelligente. Or, cette bête, elle n'a pas besoin de nous pour être intelligente. Je ne sais pas comment dire. C'est ça tout l'intérêt de ce qu'on a appelé ensuite la cladistique, qui a commencé à classer les animaux autrement que suivant ces schémas calamiteux du 19e. On y reviendra plus tard à la cladistique, mais pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on en est encore là, on en est encore à avoir des humains, c'est-à-dire qui se sentent supérieurs, qui étudient la pauvre bête et qui lui font jouer au Lego alors qu'on sait très bien que la pieuvre est suffisamment intelligente, ça se voit dans la nature, pour se murer quand il y a un prédateur, pour faire 36 trucs avec ses bras parce qu'elle a 9 cerveaux. Elle est d'une intelligence extrême, on le sait, et là, ils ne prouvent rien, on le savait, toutes les expériences qu'ils font, c'est des choses archi connues, de mettre une récompense au fond d'un tube à essai où la pieuvre, elle sait sortir le truc, il n'y a aucun problème, hein. Et donc, ça ne sert absolument à rien, ça n'avance pas la science, puisqu'on savait déjà tout ça. Et à la fin, l'humain, l'homme, là en l'occurrence, choisit un endroit pour remettre la pieuvre, qui n'est pas l'endroit que la pieuvre elle-même a choisi, hein. Il se sent supérieur à cet animal. Et il la met dans cet abri, et naturellement, au bout de 2 mois, la pieuvre se fait dévorer par un prédateur parce qu'elle a perdu l'habitude de la vie sauvage, qu'elle a été désadaptée par cette expérience idiote. Et ce documentaire est un scandale absolu quand on y pense. Et ça en dit long. Ça en dit long sur l'idée que l'homme continue à se sentir extrêmement supérieur à la malheureuse pieuvre qui est 10 000 fois meilleure que lui en tout, et il la considère comme un misérable mollusque par opposition à lui, le cordé, le vertébré. Quelle grandiloquence, quelle chose extraordinaire que d'avoir des vertèbres, hein. C'est vrai, il y a de quoi être fier, hein, quand on y pense, avoir des vertèbres, c'est vraiment quand même le sommet du sommet de la création. Vous voyez comment cette espèce de préjugé qu'on voit dans cette image, hein, que je vous remontre ici, mais c'est extrêmement ancré. Et avec lui, l'infériorité de la femme, la supériorité de l'homme blanc, le mépris des animaux, avec les animaux nobles, le cheval, le chien, les animaux, ou le lion bien sûr, pas la lionne, hein, et les animaux les plus méprisables, à savoir les éponges, les méduses et tutti quanti. Bon, on a encore cette image-là. Et c'est pas d'avoir réussi en cladistique à classer les animaux de telle façon qu'on se rende compte que l'essentiel du vivant, c'est pas les eucaryotes, c'est les bactéries et les archées. Les eucaryotes, c'est nous, enfin pas seulement nous, des tas d'autres trucs, mais les bactéries et les archées, c'est l'essentiel du vivant. C'est ça qui est important. Le vivant, c'est les bactéries et les archées. Donc cette image est d'une fausseté et d'une violence. Donc vous voyez comment, quand je dis que le genre est un bon critérium pour réfléchir aux sciences, à la littérature, à l'art, à tous les domaines qu'on est en train de regarder dans ces vidéos, eh ben, on en a une preuve absolue ici. Lire avec les yeux du genre, si j'ose dire, ce genre d'image, ça en dit long. C'est-à-dire, on voit, quand je dis le genre, c'est au sens large, l'intersectionnalité, tout ce qui est préjugé, sexiste, raciste, patriarcal, et qui finalement fausse absolument la science, puisqu'aujourd'hui encore, il y a des crétins pour aller choper des pauvres pieuvres tranquilles dans leur océan ou dans leur lagon, dans je ne sais où, enfin dans l'eau, et les foutre dans un aquarium pour les embêter pendant un quart de leur vie
de telle façon que leur vie soit ensuite extrêmement abrégée. Et donc, voilà, la torture animale, c'est ça aussi, hein. Alors, c'est pour ça que c'est si extraordinaire le récif, et c'est d'ailleurs, enfin, le récif, le coral, le récif de corail dont je vous ai parlé avant, et là, c'est mentionné, effectivement. Euh, alors là, je vous lis le texte de Haraway, page 152, toujours dans Vivre avec le trouble, hein, que j'ai cité dans la première vidéo. Celle-ci, c'est le pendant, hein, parce que finalement, je n'avais pas tout dit. Donc, c'est davantage une intimité sans proximité qui se trame là. Une présence qui, sans perturber les bestioles qui motivent le projet, offre une possibilité de contribuer aux différentes formes de travail et de jeu qui s'opposent aux pratiques exterminationnistes, polluantes et voraces des économies et des cultures industrielles mondialisées. Quand elle parle de culture industrielle mondialisée, le documentaire où on passe, enfin les scientifiques qui passent leur temps à mettre des objets sur les animaux pour les pister, etc., ils interviennent sur les animaux. Le projet de la barrière de corail en crochet ne fait pas ça. C'est une présence réelle qui opère de façon matérielle, et pourtant elle ne nécessite pas de toucher le corail de ses mains ou par l'intermédiaire d'une caméra. Elle ne nécessite pas cette espèce de masculinisme qui consiste à avoir des beaux moyens de transport, des magnifiques outils, et à aller, comment dire, s'occuper directement des choses. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est un analogone, je vous l'ai dit, c'est une transposition. Et cette transposition, elle est réelle. C'est un fil réel. Et c'est ça qui est intéressant finalement. C'est-à-dire que ce projet, non seulement il a l'intérêt d'occuper une place de représentation qui n'est en général pas accordée, enfin celle du féminisme, de l'écoféminisme, etc. Mais en plus, il ne va pas embêter les écosystèmes, ce que font constamment des humains qui se croient supérieurs en faisant ce qu'ils appellent des études scientifiques sur le terrain, qui consistent je ne sais pas, là dans le cas de l'histoire de la pieuvre, à sacrifier un animal pour vérifier des choses qu'on savait déjà. Donc, en l'occurrence, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et là aussi, c'est cette fameuse culture dont il parle, les cultures industrielles mondialisées. C'est l'idée qu'il faut faire ça quand on fait de la science, qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on ne peut pas faire de l'art et de la science autrement. Donc là, vous voyez, la transposition en mathématiques de quelque chose de biologique a aussi son importance énorme dans le projet. Voilà, donc cette fois, je crois que j'ai fini là-dessus, et je vous fais la vidéo promise sur l'organisation qui n'était pas claire. Euh, voilà, bon, ok, à tout à l'heure et merci beaucoup.